dirais que finalement il faut faire quelque chose, il faut changer un petit peu de paradigme dans nos méthodes de gestion et d'organisation des entreprises, mais sans toujours savoir exactement comment concrètement procéder à ce changement par rapport à son propre organisation interne, par rapport à ses environnements externes. Et donc, il nous a paru utile, au travers de ce club, de réellement se spécialiser, comme je disais tout à l'heure, plutôt vers les besoins de l'entreprise, plutôt vers les managers et dirigeants que vous êtes, pour ensemble mettre au point, partager des pratiques, pour ensemble partager les réflexions qui vont nous faire grandir dans ce domaine-là. Alors, le Club Agile Provence, eh bien, ça va être essentiellement une plateforme d'échange dans le temps et dans le lieu, une plateforme d'échange partant notamment du principe dont j'avais parlé là, lors de du dernier dîner des optimistes. Teilhard de Chardin. Alors, j'ai essayé de vous représenter donc les avantages et comment je dirais, l'amont et l'aval de l'agilité dans l'entreprise. Le dirigeant, effectivement, l'agilité va bousculer un petit peu les pyramides hiérarchiques dans les entreprises. Elle va les rendre beaucoup moins hautes. Et en tant que manager ou en tant que dirigeant, on est avant tout des animateurs des processus au service de nos collaborateurs. Donc, en haut à gauche, vous avez le sens parce que le manager, le dirigeant, chacun à son niveau, va donner le sens des actions, va insuffler une nouvelle dynamique, va créer de la cohésion pour impliquer et fédérer tous ses collaborateurs. C'est ce qui permettra de développer l'intelligence collective dans les organisations, de mettre, comment je dirais, plus de fluidité dans les communications internes et au final de rendre les équipes plus autonomes. Chacune à son niveau, remettre chacun devant ses responsabilités aux différents niveaux de l'entreprise pour que chacun puisse se sentir force de proposition et impliqué dans le quotidien de l'entreprise. C'est toujours pareil. Donc Inaël, c'est notre petite mascotte qui a été créée pour le premier printemps agile. En fait, c'est ma fille qui la dessine et voilà, c'est la génération Y, avec sa joie de vivre, son imagination, sa créativité et son insouciance. Alors, je vais vous parler de ce que c'est qu'un club agile. Alors, le club agile Caen, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un Google Group. Ça a commencé par un Google Group de 140, il y a plus de 140 abonnés qui nous suivent. À côté, on a Twitter et on a Facebook. Donc, ça fait certainement plus de 200 personnes qui nous suivent régulièrement pour savoir ce qui se passe dans le club. Le club agile Caen, c'est aussi un atelier. Chaque mois, on fait un atelier. C'est un mardi soir au Forum Digital. On est accueilli par la mairie. Alors là, c'est un atelier, vous voyez, il y a quand même du monde, hein, c'était un atelier sur... En particulier, on fait des ateliers, on fait des rétrospectives, on organise le printemps agile en mode agile, on pratique l'agilité tous les jours, il faut qu'on soit crédible. Et une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais que l'on répétera chaque fois qu'on fait des ateliers au Conseil Général, parce qu'on s'est aperçu que les gens voulaient qu'on resitue toujours l'agilité, vraiment le côté pédagogique, rappeler tout le temps les valeurs, comme on rappelle la vision du club. Donc, la définition, c'est une approche... alors, je ne sais pas si c'est la bonne, c'est celle qu'on a adoptée dans le club. Vous pouvez en adopter une autre, ça ne pose aucun problème. Mais nous, c'est celle-là, une approche managériale innovante qui s'applique à la gestion de projets comme des entreprises. Donc, on marque bien le fait que pour nous, c'est du management, et on peut manager des entreprises en mode agile, il n'y a pas que les projets informatiques. Et qui permet de répondre de façon à la fois efficace et humaine. Si c'est efficace et que ce n'est pas humain, ce n'est pas de l'agilité. Si c'est humain et que ce n'est pas efficace, ce n'est pas de l'agilité non plus. On cherche les deux choses. On cherche une efficacité pour les entreprises, pour que l'organisation devienne efficace, et on cherche une humanité. Et on rappelle les 4 valeurs humanitaires. Complexité et incertitude ne vont pas diminuer. On ne va pas vraiment vers un monde plus simple. On ne va pas vraiment non plus vers un monde plus cadré. Donc il va bien falloir s'adapter et que les entreprises s'adaptent à ce monde bougeant, fluctuant, incertain. Je dirais le mode de management à l'ancienne. Effectivement, un mode de management où on considère que les collaborateurs sont des pays qui ont été faits pour des collaborateurs qui étaient des paysans illettrés et des contremaîtres pervers, ça peut plus marcher. C'est pas du tout comme ça. Il y a une énorme créativité dans les collaborateurs. Chez les étudiants, je constate qu'il y a une énorme créativité et il faut l'exploiter. C'est-à-dire, si on n'est pas capable d'utiliser la force qui est celle d'un pays comme le nôtre, qui est la qualité de son éducation et le fait que les gens ont énormément de connaissances,
et qu'on continue à avoir un système très hiérarchique de management, on va avoir un problème. On ne peut pas justifier nos coûts de main-d'œuvre si on n'utilise pas toute la créativité des collaborateurs. Et la dernière, c'est que la génération Y arrive. Donc là, je suis en première ligne, je les vois venir, je vois même les aides arriver derrière. Alors la génération Y, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont parfaitement compris qu'ils se sont fait avoir, que la dette, il faudra qu'ils le remboursent, que le pays, il faudra qu'ils le réindustrialisent, que l'enseignement, il n'est pas forcément adapté à ce dont ils ont besoin parce qu'ils sont connectés sur Internet. Donc ils sont extrêmement preneurs, extrêmement créatifs et finalement très matures parce qu'ils se débrouillent tout seuls. La plupart de mes étudiants, ils ont déjà des clients. De grossir avec et de s'accumuler d'autres outils et de les laisser vivre leur vie dans notre entreprise. Le premier, ça a été la gestion des risques. Ça a été le plus simple, celui qui a le plus d'apport, notamment dans nos réunions de discussion, c'est que finalement, de quantifier dès le début, c'est quasiment la première chose qu'on fait dans un projet, c'est le risque. Qu'est-ce qui va faire que mon projet ne va pas aboutir? Qu'est-ce qui va faire que ça ne marche pas? En enlevant le côté, il y a des gens qui vont mal faire leur travail. En restant juste sur les retards des fournisseurs, des triparties entre plusieurs entreprises qui n'ont qu'une garantie de résultat de ce qu'on Quand on est dans un brainstorming avec notre chef, on est là pour défendre notre chef, pas pour avoir des idées. Ça perd tout le sens. Donc là, s'il y a des désaccords, c'est les accords de chef, il n'a rien à voir avec l'équipe. Si on supprime les chefs, ils se mettront d'accord. Donc on tente à favoriser les conditions qui provoquent les consensus. Et donc le fait d'être borné dans le temps est un de ces moteurs. C'est un élément du cadre. C'est un élément du cadre, oui. Mais c'est une approche systémique. C'est pas du tout une approche cartésienne. Hein. On se met dans de bonnes conditions où les interactions entre les gens font qu'ils vont trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées autrement, y compris avec le client. Si on liste un peu les apports pour nous sur la méthode agile, le premier, je vais dire le plus, c'est de diminuer énormément le papier, énormément la production de papier pour de l'étude et pour des choses comme ça. Ce qu'on a vu, on était sur, on l'a fait avec Marie-Christine là, sur notre nouveau projet, on a posé nos process sur tableau blanc d'abord, donc il reste, pour les corriger, et on va les poser sur papier, vraiment après une certaine maturité. Donc c'est surtout, alors c'est pas dans le moins de papier, il y a surtout le moins de recorrection, moins de remettre à jour, moins de documents à remettre à jour, à reprendre, moins de cas où vous gérez des incohérences dans le projet qui génèrent des anomalies parce que les gens sont sur des versions différentes, des choses comme ça. Donc ça facilite ça et d'axer beaucoup plus. Alors c'est aussi très propre à moi, je pense, une partie, mais beaucoup plus sur du schéma, sur de la chose, et limiter le texte, limiter les choses à l'essentiel. Ça a aussi des apports de créer un flou pour que le client ne comprenne pas. On pose le schéma, on pose 3 chiffres, et on valide ces 3 chiffres, on est moins d'accord sur le macro. Ça cadre déjà notre accord, et puis on avance dans le détail au lieu de faire des choses comme ça. Ce qu'on a vu, on était sur... on l'a fait avec Marie-Christine là, sur notre nouveau projet, on a posé nos process sur tableau blanc d'abord, donc il reste, pour les corriger. On a une contrôle tous les 15 jours avec un type qui est en Belgique. On a une mise de points et on arrive à avoir une décision quasiment sur tous les points parce qu'en fait on priorise. Parce qu'on n'arrive pas avec une présentation de 6 heures avec le détail de tous les to-do. Donc on priorise énormément et là il a les éléments. C'est que lui faut-il, je veux qu'il décide, que lui faut-il pour décider, je prépare juste ces points-là. Et donc vulgariser pour convaincre. Mais on a aussi des problèmes. Il y a aussi un revers de la médaille, la méthode agile, qu'on a voulu détailler, puis poser ici, pour ne pas non plus faire un scénario unique. C'est pas toujours très simple. Donc là, on a posé 2 problématiques. Donc il faut savoir que c'est une problématique du quotidien. Celui-là, on l'avait vécu vendredi, on en parlait encore avec Marie-Christine tout à l'heure à table. Comme ce que vous posiez la question tout à l'heure de savoir si la direction avait posé le souhait d'aller vers la méthode agile, donc pas du tout. C'est plus finalement ça s'est construit en utilisant des outils. Aujourd'hui, nous on est totalement convaincus de la méthode et finalement sur un certain nombre de projets, comme on est relativement
reconnu, il y a une confiance qui s'installe dans l'entreprise, on nous laisse utiliser les méthodes. Il faut rédiger un rapport, parce qu'il faut pas le pouvoir, il reste un rapport du projet d'un stage. Alors ce qui fait qu'en fait, les RH, c'est plutôt dans une entité qui n'a pas, qui a des générations Y qui veulent mettre en place, est-ce qu'on ne peut pas aussi le transformer de la même manière, à savoir dire, mais qu'est-ce que, en tant que RH, alors que ce soit même un dirigeant de PME, même qu'à 6 salariés, qu'est-ce qu'au niveau des RH, l'agilité va impliquer et comment ça peut s'appliquer en termes de gestion des gens, en fait, tout simplement. Isabelle, c'est aussi ça. Après, on lui donne la forme qu'on veut selon la taille de l'entreprise. On pourrait aller jusqu'à dire comment est-ce qu'on peut vendre ça aux utilisateurs, quelle valeur ajoutée ils vont trouver à l'utilisation de ça. C'est ce qui vient de lancer dans le questionnement. Que ce soit un nouvel outil ou une nouvelle obligation, j'en sais rien, l'entretien professionnel par exemple, il faut le mettre en place. Comment est-ce qu'on peut le faire adhérer les utilisateurs, les clients internes, en leur faisant percevoir la valeur ajoutée qu'ils vont y trouver. Et comment la rendre accessible, cette valeur ajoutée, c'est-à-dire aussi bien en termes de moyens aussi. Parce que comme disait Sophie, on peut avoir des clients qui sont très intéressés par cet apport, mais financièrement, ça va être pour eux quelque chose. C'est du temps, alors ça restera durant le temps, peut-être pour les utilisateurs, comment on peut en temps. contourner